À toutes et à tous, je salue Madame le première adjointe de la ville de Montpellier. Je ne sais pas. Ah, mais voilà. Donc, okay. Je salue également Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault. Je salue l'ensemble des collègues de la faculté de médecine, mais également l'ensemble des amis de la fondation du Jardin des Plantes, tout particulièrement de son président Claude Cazes, qui aujourd'hui nous accompagne sur les plantes. La semaine dernière, nous accompagnait sur les écritures comptables de l'université, puisque Claude est aussi, en quelque sorte, conseil ou consultant officiel donc, de l'établissement. Je salue également monsieur l'architecte en chef des monuments historiques, monsieur Trabon. Je salue donc l'ensemble des partenaires de la fondation du Jardin des Plantes, également les partenaires du fonds de dotation du Jardin des Plantes. Salut amical pour le président honoraire de l'université Montpellier 2, l'ancien vice-président étudiant donc, de l'université de Montpellier, le vice-présidente et vice-président étudiante et vice-présidente tout simplement donc, de l'université. Et puis un salut tout particulier aussi aux étudiantes et étudiants donc, de la faculté de médecine, ce sont des carabins qui ont contribué à cette réalisation de la rénovation de ces statues Rabelais. Alors, c'est vrai que quand on regarde tout ce qui a déjà été fait au niveau du Jardin des Plantes et tout ce qui reste à faire au niveau du Jardin des Plantes, on se dit mais pourquoi finalement autant de mise en avant de cette statue Rabelais? J'y vois finalement deux explications. La première explication, c'est celle de maintenir une dynamique. Alors pourquoi je dis maintenir une dynamique, et on a longuement échangé avec Claude Cazes et avec Madame la doyenne de la faculté de médecine, c'est que, en fait, il y a déjà des opérations d'envergure qui ont été faites sur le jardin, qu'il s'agisse de la Serre Martins, qu'il s'agisse donc de l'orangerie. Il y a d'autres opérations d'envergure qui vont avoir lieu par la suite, qu'il s'agisse donc tout particulièrement de l'intendance. Et donc, il faut maintenir une dynamique. Ça veut dire qu'avant de terminer de très grosses opérations, eh bien, il faut pouvoir avoir des opérations de taille intermédiaire pour montrer qu'il y a régulièrement des choses qui sont faites. Et le souhait, donc, de rénover, de réhabiliter, Thierry Lavant-Bertrand dira le bon terme, vous savez... Pour moi, c'est une statue, voilà. Bon, je fais ça, une boutade avec Thierry. Donc, vous êtes pour le bon terme, mais le fait de faire cette opération, eh bien, permet de montrer que, avant montre des opérations plus emblématiques, il y a d'autres choses qui sont à faire. Aujourd'hui, c'est la statue Rabelais. Demain, c'est le portail sud avec la question de l'accessibilité. Et là, il y a un travail qui a déjà été initié. Après-demain, ça sera quand même aussi la question de l'observatoire, qui n'est pas l'élément le plus flatteur donc, du Jardin des Plantes. Donc, sont des opérations financièrement beaucoup moins importantes que celles qui sont donc telles que l'orangerie ou telles que l'intendance demain, mais qui permettent de montrer eh bien qu'il y a un travail constant et que c'est une préoccupation constante. Préoccupation constante, et bien évidemment, Madame la doyenne, Monsieur le directeur Jardin des Plantes, de la faculté de médecine, de l'université, qui est finalement aujourd'hui dépositaire. Nous sommes dépositaires de ce patrimoine, et ce patrimoine, c'est vrai qu'on le met souvent en avant, c'est des éléments de singularité de l'université. Il n'y a pas que les classements internationaux qui font la singularité de l'université, il y a le patrimoine historique, mais qui également donc, nous oblige en termes de déploiement de crédit et donc de pouvoir investir. Alors pour investir, je dois d'abord saluer celles et ceux qui nous accompagnent sur ces principales opérations, la Fondation Jardin des Plantes, mais également donc, eh bien, les collectivités territoriales et l'État. Collectivités territoriales et l'État, donc à travers des financements spécifiques, ou le CPER, le contrat de plan État-région. Et je sais très bien que la question du maire, président de la métropole, notamment sur le projet d'ouverture, est quelque chose qui lui tient à cœur et qu'il souhaite donc développer rapidement. Et puis également, donc, au-delà de ces financements, eh bien, ça veut dire mobiliser des forces en interne, et je dois tout particulièrement saluer le travail qui est conduit au niveau de la DPI par Monique Lambert-Sébastiani, qui m'accompagne donc au quotidien pour tous ces travaux de termes immobiliers, comme le travail qui est conduit par Hélène Herrada aussi au niveau de la faculté de médecine, parce qu'il faut aussi des forces dans nos effectifs pour se mobiliser. Alors ça, c'est le premier élément de cette inauguration, c'est montrer qu'on fait régulièrement des opérations au-delà des opérations d'envergure. Le second élément, eh bien, c'est que c'est un monument qui
est fort de symbole, puisqu'il avait été édifié donc, pour le 7e centenaire donc, de la faculté de médecine. C'était donc en 1921, finalement, qu'il avait été inauguré. Vous savez que le 8e centenaire eh bien, a connu quelques péripéties, même si la majorité donc, des événements ont pu avoir lieu. Pour autant, eh bien, il a fallu revoir un petit peu la programmation. Et je sais que l'équipe qui portait le 8e centenaire, le doyen mondain aussi, a dû retravailler toute la planification. Mais il fallait quand même qu'on ait la continuité entre le 7e centenaire et le 8e centenaire. Et donc que ce monument, qui avait été la pièce emblématique, eh bien, puisse être donc aujourd'hui rénové et redevenir, finalement 100 ans plus tard, une pièce emblématique avec une partie rapportée, puisque je crois que la main et la coupe avaient disparu, donc elle est emblématique et rapportée, et donc retrouver le lustre d'antan. Et ça a été possible grâce à la mobilisation de tous, mobilisation de la fondation d'entreprise, mobilisation donc de l'université, de la faculté de médecine, mobilisation aussi de l'association des carabins de Montpellier. Et c'est vrai que je suis très heureux que des étudiantes et étudiants puissent se mobiliser pour faire vivre l'université, faire vivre la faculté, et un des joyaux donc de cette faculté de médecine. Donc un grand merci à vous toutes et à vous tous. Voilà, finalement j'ai parlé pas mal, et comme je ne suis pas le seul à parler, puisque je vais vous dire, avant d'arriver au cocktail, il va y avoir Madame la doyenne, il va y avoir Monsieur le directeur général des plantes, il va y avoir Monsieur le président de la fondation d'entreprise, il va y avoir le représentant de l'association étoile, puis il y aura Monsieur Trabon qui vous expliquera donc un peu les travaux qui ont été conduits là-dessus, autour de ce chantier. Voilà, j'ai en même temps fait les maîtres de cérémonie. En tout cas, merci à vous toutes et à vous tous pour votre mobilisation et votre présence ce jour. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors l'intérêt de parler en deuxième, c'est que je ne vais pas refaire les remerciements, je ne prendrai pas ce risque. Merci d'être là. Alors avec Philippe Auger, on avait téléphoné, on avait commandé le soleil. On a obtenu la pluie, ce qui, pour le jardin des plantes, est plutôt une bonne nouvelle, donc on va s'en accommoder. Alors je voulais en tout premier lieu dire quelques mots pour le jardin des plantes. La cérémonie d'aujourd'hui, c'est une très grande cérémonie, elle est très importante, je vais en redire quelques mois après. Elle se déroule dans le jardin des plantes. Alors vous savez tous, le jardin des plantes, le plus ancien jardin botanique de France, tout ça, je ne vais pas vous refaire cette histoire-là. Et ce jardin, il a quelques particularités. Philippe Auger en a parlé. D'abord, il est fort de ses bâtiments, avec effectivement ces rénovations dont tu as parlé, Philippe, avec l'orangerie, avec la serre Martins, avec le projet de rénover également l'intendance prochainement. Et ce projet de rénovation qui a abouti, qui est un projet extrêmement emblématique, à très forte valeur symbolique, sur lequel je vais revenir après. Mais le jardin des plantes, c'est pas que ça. C'est 3000 espèces de plantes, 170 arbres, dans l'un des plus vieux ginkgos de France, 231 ans. C'est 400 plantes succulentes dans la serre Martin, c'est 250 plantes dans le carré de l'école systématique de Candolle, dont 160 plantes médicinales. Mais c'est aussi des secrets. Alors maintenant, je peux en parler parce que c'est un an que je suis doyenne, donc je les connais de mieux en mieux. C'est le filaire de Montpellier qui abrite au cœur des anfractuosités de son tronc les secrets que lui confient les visiteurs qui passent, et je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont concernés. C'est aussi la légende du tombeau de Narcissa, immortalisée par les correspondances entre André Gide et Paul Valéry, tout le monde connaît. Mais c'est aussi un peu plus récent, et là tout le monde ne le sait peut-être pas, c'est aussi le labyrinthe de Richer. Je me tourne vers Thierry Lavabre et Monsieur Trabon, qui est cet ancien jardin des plantes aquatiques du jardin des plantes, structure hélicoïdale enterrée sous terre, dont nous avons enfin retrouvé l'entrée il y a quelques mois et dont j'espère on reparlera dans les années qui viennent. Le jardin des plantes, c'est aussi, vous le savez, un espace qui est dédié à la recherche et à l'enseignement, qui marie la botanique, la médecine et la pharmacie. Et là, j'ai une autre légende à vous raconter, c'est on raconte que dans l'historique et dans l'inconscient montpelliérain que nous incarnons tous, quand on remonte le boulevard Henri IV, si on écoute bien, on peut écouter le Conservatoire des plantes, c'est le jardin des plantes de Montpellier, qui échange, qui discute avec le Conservatoire d'anatomie de l'autre côté de la route. Et ça, c'est emblématique, et ça, c'est pour mon président, de l'interdisciplinarité qui nourrit le sens de l'université que nous portons. Puis c'est aussi un espace qui est un lieu de culture, qui est un lieu de promenade, un lieu de célébration, un lieu de rencontre qui est inséré dans la cité. Et quand on est au Jardin des Plantes, on est clairement dans la cité. Vous savez à quel point les représentants de la mairie sont ici présents. Ce jardin est le jardin aussi de tous les Montpelliérains, toutes les Montpelliéraines. Alors cette inauguration, elle a un sens tout particulier, vous le voyez venir, pour deux raisons. D'abord, c'est un monument qui est très important, donc un événement qui est très important. Vous avez vu, on est venu en toge. On ne vient pas en toge sur tous les événements, contrairement à ce qu'on pense. Et on est venu, plus fort encore, avec la masse. Et là, je salue Eddy Lameau, qui devrait s'appeler un massier, parce que dans l'historique montpelliérain, ça s'appelle un massier, qui porte la masse, et ces deux symboles très forts de l'école de médecine de Montpellier.
on ne les sort qu'au moment des très grandes cérémonies. Et ça, c'est en écho, et mon président l'a dit, à l'inauguration de ce monument qui a eu lieu en 1921, en la présidence d'Alexandre Mitterrand. Alors nous, on n'a pas le président cette année, mais à l'époque, il y avait le président de la République. Bâtiment qui, je le rappelle, a été offert à l'université, à la faculté de médecine de Montpellier, par les étudiants de Montpellier. Vous êtes là pour rappeler cette mémoire. Et puis le deuxième élément très important, c'est que c'est un bâtiment qui souligne l'importance des étudiants. Donc je vous rappelle, je le dis à chaque fois, c'est que les étudiants en médecine et les autres sont la principale raison d'être d'une faculté de médecine. Vous êtes venus nombreux, alors mes espions m'ont dit qu'il y en a à peu près la moitié d'entre vous qui sont partis à 4h du matin cette nuit pour nous rejoindre aujourd'hui. Je ne pensais pas que c'était possible, j'en suis extrêmement fière et très honorée. Bravo les jeunes. Vous êtes venus nombreux, vous êtes quasiment tous coiffés d'une faluche. Alors moi j'ai plein de particularités dans ma fonction de doyenne. Je viens d'ailleurs, je suis une femme et je ne suis pas une ancienne falucharde. Donc je ne connais pas tout. Et à travers ce symbole fort que vous portez aujourd'hui, vous êtes encore plus fort des secrets qui vous appartiennent, qui, je vais vous l'avouer, peuplent mon imaginaire et résonnent à mes oreilles comme autant d'énigmes, avec des mots que j'ai appris avec vous. Le code de la faluche, que je ne connais toujours pas. Le mammouth, il est là. Et le grand maître. Donc tous ces trucs-là, je ne vous cache pas qu'un jour, j'aimerais bien que vous me fassiez un décodage et vous m'expliquiez plus précisément de quoi il s'agit. En tout cas, je suis très fière que vous soyez là. Et je suis très fière que vous soyez là, d'autant qu'en fait, ces étudiants-là, et les autres, ils habitent le Jardin des Plantes. Ils ne l'habitent pas que le dimanche et quand ils sont en vacances, mais ils l'habitent aussi à l'occasion d'un événement exceptionnel qui se déroule en septembre chaque année, qui est la remise de diplôme des deuxièmes années, de la fin du deuxième cycle des études de médecine, où on remet, alors on se met aussi en toge, hein, on est pareil, leurs diplômes aux étudiants qui finissent leur deuxième cycle et qui vont devenir internes et qui vont s'égayer partout en France, en présence. Ça, c'est les étudiants qui sont là. Et quand on se retourne de l'autre côté, là, il y a 2000 parents qui nous écoutent. C'est un moment très émouvant. C'est votre moment et c'est un moment que vous partagez avec nous au Jardin des Plantes. Et puis, je voulais souligner, pour terminer, et vous remercier une fois encore de votre présence faluchard que vous êtes à la cérémonie du 11 novembre 2022 où vous avez peuplé l'atrium, où vous étiez avec nous pour ce moment de commémoration extrêmement important. Et c'était un moment très fort et je vous remercie d'avoir été là. Alors, le monument Rabelais, 2 mots, je ne vais pas en dire grand-chose, rassurez-vous, j'ai 4 pages encore. Hein. Donc c'est un monument qui est un monument emblématique et qui appartient aux étudiants en médecine quelque part. Il est emblématique d'un monument tout simple qui concentre à travers son histoire, ses sculptures et sa symbolique, un condensé des valeurs de la faculté de médecine et de l'université de Montpellier qui ont accompagné 800 ans de génération d'étudiants en médecine. C'est un monument, M. Auger l'a dit, qui représente alors la faculté de médecine en toge. Pour moi, elle est vêtue d'un camail, elle porte une toque, elle a une épitoge. Et elle est en train de lire un livre, un gros livre qui est posé devant elle, dans lequel sont inscrits des aphorismes d'Hippocrate qui avaient été à l'époque, je crois, traduits par Rabelais. Je ne sais pas si c'est en grec ou en latin. Et là, je me tourne vers Thierry pour éclairer ma lanterne. Du grec en français. Voilà. Et à côté, vous avez un étudiant en médecine, faluchard de son état. Vous voyez qu'il y a une faluche également sur ce monument qui tend à la statue la coupe de vin qui est pleine du vin de l'immortalité, ce qui est une superbe allégorie des plaisirs de la vie, je crois que Thierry Lava va en parler tout à l'heure, qui fait partie également de la vie, qui fait partie de ce que nous partageons avec les étudiants en médecine et avec l'ensemble de notre collectivité. Un petit mot pour cette coupe, le professeur Jean qui est dans l'Assemblée. Donc cette coupe, ça a été dit, elle avait disparu, elle n'existait plus. La statue était amputée de cette coupe, elle n'avait jamais été retrouvée, ça faisait des dizaines d'années, je crois, qu'on la cherchait. Et pour l'immense modeur et grâce à l'opiniâtreté exemplaire du professeur Lavape-Bertrand, du professeur Schanck, on a pris la décision avec la complicité de Jean-Pierre Trabon de la refaire. Et après de multiples essais, on a réussi à rendre à cette statue cette composante historique essentielle qui est cette coupe tenue par l'étudiant en médecine. Alors, ce monument, c'est aussi un hommage à Rabelais. Rabelais, je pense que Thierry Lavape va en parler, c'est une figure emblématique de notre faculté de médecine. On retrouve son nom dans les vieux registres de la faculté où il est passé en 1530. Il a laissé son nom à pas mal de choses qui sont aussi des symboles étudiants, par exemple la toge de Rabelais. Alors je pensais qu'il y en avait un d'entre vous qui aurait revêtu la toge, mais ça n'est pas le cas, qui est la toge que portent nos étudiants en médecine au moment des soutenances de thèse quand ils prêtent le serment d'Hippocrate. Il a laissé également une devise qui est emblématique de ce que vous représentez, qui est gravée à l'envers du document, du monument, c'est Vivez joyeux, je pense que tout le monde la connaît. Alors Rabelais, il a une autre caractéristique, c'est qu'il était médecin. Il s'intéressait à la médecine, bien sûr. Il s'est intéressé aux aphorismes d'Hippocrate. Mais il s'intéressait aussi à l'anatomie et à la botanique. Et on revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur cette notion de richesse de l'interdisciplinarité. Et puis il a aussi laissé une œuvre littéraire et philosophique immense. Et la complétude de ce personnage de Rabelais porte
parce qu'il représente la tradition humaniste qui est particulièrement vivante dans l'école de médecine de Montpellier, qui considère l'homme comme l'humanité, qui prend en compte non seulement la médecine de l'homme, mais qui prend en compte l'homme dans son environnement culturel et sociétal. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est porté par la symbolique de cette statue. Voilà, donc pour terminer, je voudrais, pour dire un peu la même chose que Philippe Auger, souligner que l'aventure de cette restauration qui aboutit à cet événement aujourd'hui est extrêmement important. Ça arrive très peu de temps après la fin du 800e de la faculté de médecine, et c'est la rencontre d'une communauté universitaire, estudiantine, enseignante et administrative, et je salue Hélène Rada qui est présente, d'un cabinet d'architectes exceptionnel, je tiens à le dire, M. Trabon, des bâtiments historiques que je remercie, et des métiers du bâtiment qui ont réalisé ce superbe ouvrage, et de la société civile, et là je salue chaleureusement Claude Cazes, la fondation d'entreprise, et les autres partenaires du Jardin des Plantes, bien évidemment, sans qui rien n'aurait été possible. Voilà, je vous remercie de votre présence, très belle journée et à bientôt. Merci. Donc je ne reprendrai pas moi non plus les interpellations initiales que fait toujours beaucoup mieux qu'on ne saurait le faire notre président, qui est rompu à cet exercice. J'y rajouterai, j'ai vu les amis Jardin de la Reine, les amis Jardin des Plantes, le personnel du Jardin des Plantes, que je remercie pour son investissement quotidien dans ce lieu magnifique. Et vous dire, bien sûr, toute la joie qu'il y a à inaugurer cette restauration du monument de Rabelais. Le 6 novembre 1921, à l'occasion des festivités du 7e centenaire, déjà décalé d'1 an, le président de la République d'alors, Alexandre Mitterrand, était venu à Montpellier passer 3 jours. C'était l'époque où les présidents de la République avaient du temps. Et il avait, entre autres, tenu à ce que cette inauguration soit faite en présence du ministre de l'Instruction publique, comme on disait alors, Léon Bérard, et également dans tout le concours de la population estudiantine qui avait animé ce comité de restauration, de création de ce bâtiment, qui avait donné lieu à des controverses dans la presse. Alors il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, mais la presse de l'époque était extrêmement virulente et très nourrie de courriers des lecteurs qui disaient non, ça ressemble à une armoire, c'est pas, enfin, etc., etc. Pour un résultat qui finalement était tout à fait réussi. Mais évidemment, à un monument qui avait été construit avec le matériau que l'on a ici, un calcaire qui est quelque chose qui vieillit, et qui vieillit d'autant plus que le climat change, et qui s'était nettement altéré, plus quelques accidents de parcours, et notamment cette histoire de la coupe. Et lorsque, pour refaire tout l'historique très brièvement, je ne vais pas vous péter des heures, ne vous inquiétez pas, mais pour refaire très brièvement l'historique, quand on avait, avec notamment Françoise Olivier, quand on avait discuté de ce qu'on pourrait éventuellement glisser dans les restaurations du Jardin des Plantes, on s'est dit pourquoi pas le monument de Rabelais. Et lorsque, lors d'une réunion pour le portail sud, on a amené M. Trabon ici, d'emblée il a dit « Oh mais ça me passionne, c'est vraiment typique de ce que j'aime faire ». Et à partir de là, on a enclenché la réflexion sur cette restauration. Alors ce monument, en fait, j'ai appris à le découvrir avec un personnage que quelques-uns ici encore connaissent, professeur André Landin, qui était un de mes maîtres, qui était un peu rabelaisien en ce sens que derrière, c'était une grande truculence, c'était un certain nombre de caractéristiques appréciées plus ou moins par tel ou tel, mais qui savait dégager la substantifique moelle. Et qui nous amenait ici, jeunes étudiants, pour dire, regardez ce monument, c'est un monument initiatique. Vous voyez devant, il y a les scènes de rigolade, vous avez Silène sur son âne qui est complètement ivre, comme le disait André Chénier. Le vieux Silène, toujours ivre, toujours débile, chancelant, cheminant sur son âne. Mais en fait, ce monument, il faut aller jusqu'à la substantifique moelle, il faut aller derrière pour voir la devise « Vivez joyeux ». Et nous disait-il, vivez joyeux, vous qui êtes des soignants, parce que vous avez le plus beau métier du monde,
Vivez joyeux aussi, vous les malades, parce que la vie, c'est de la joie, y compris dans les plus grandes difficultés, et on sait tout ce que ça signifie en ces jours assez difficiles dans les discussions éthiques que nous connaissons. Alors ce monument, il a été donc restauré, il a été magnifiquement pensé, refait, enfin restauré, réaménagé, avec les abords, etc. Et on peut dire que il a retrouvé donc sa blancheur originale qui peut évidemment surprendre quand on sait dans quel état il était précédemment. Alors, bien sûr, ceci n'a été possible que par la conjonction d'un très grand nombre d'actions. Alors, l'action du président, parce que quand même, même si quelquefois il dit il ne faut pas que ce soit la danseuse de l'université, je l'ai bien noté, derrière, il y a une volonté, et il y a une volonté qui comprend que c'est un atout essentiel de notre université. Il y a, on l'a cité, Monique Lambert-Sébastiani et tous les services de l'université, de la faculté, Madame Irada, etc. Et tous autour également, et la doyenne nous l'a dit à l'instant à quel point elle y tenait, et avec, on pourrait dire, une relève de génération de gens qui s'intéressent à l'histoire. Je pense à Gérald Schank, je pense à Valérie Rigaud, je pense à John DeVos et d'autres. Que l'on peut aussi vivement remercier. On peut, bien entendu, aussi remercier les mécènes, parce que le mécénat, c'est pas simplement donner de l'argent, c'est aussi être convaincu de la valeur de ce que l'on fait et du cadeau que l'on fait aux générations suivantes. Et puis, ce sera le deuxième point que je voudrais bien souligner, merci à vous, les étudiants. Merci à vous, les étudiants, parce que depuis plusieurs années, vous êtes approprié ce monument. Vous y faites chaque année des séances un peu initiatiques, de transmission, dans un esprit de compagnonnage, c'est-à-dire de comprendre que la médecine, ça s'apprend bien sûr avec de grands maîtres tels que nous, mais ça s'apprend aussi directement d'aîné à cadet, et que Rabelais est un peu emblématique de tout cela. Et que ce compagnonnage, ce n'est pas simplement un compagnonnage d'apprentissage de sciences, c'est aussi un apprentissage et un compagnonnage de vie. Pourquoi? Parce que la vie du médecin, c'est la confrontation permanente à la mort, à la souffrance, et dans une société qui est de moins en moins tolérante à ce genre de choses, et qui traduit très souvent un malaise, et que vous avez besoin de vivre et d'assumer, et ce compagnonnage est essentiel. Et les gens ne le comprennent pas toujours. Et par exemple, dans votre combat actuel pour défendre les fresques d'internat, eh bien, c'est aussi le même esprit de dire, ben, c'est notre vie que nous défendons. Hein, ces fresques, alors on pourrait penser aussi à Tartuffe, un couvre-ce sein que je ne saurais voir par de pareils objets, les âmes sont blessées, cela fait venir de coupables pensées. Hein, en n'oubliant pas que Tartuffe, c'est Molière, et que Molière, c'est à Montpellier, ici, qu'il a vécu une phase essentielle de sa vie. Et puis pour terminer, je voudrais dire quelques mots sur Rabelais dans l'école de Montpellier, et puis Rabelais dans ce jardin des plantes. Alors quand Rabelais arrive à Montpellier, il n'est pas tout jeune, il a au moins 36 ans, et même dans son acte de décès, en 1553, on dit qu'il a environ 70 ans. Ça voudrait dire qu'il serait né vers 1473, et qu'il avait donc 47 ans en 1530. Hein, ce qui est quand même pas de la jeunesse. C'est-à-dire que d'emblée, il arrive en ayant beaucoup vécu. Il a été moine et puis il a quitté son couvent un peu olé olé, je dirais. Il a eu 3 enfants naturels, hein, ce qui pour un moine était, bon, à l'époque, peut-être plus fréquent, mais bon. Il est même allé, quand il était médecin à Lyon, il est même allé voir le pape Paul III, qu'il a absous, et on le comprend, parce que Paul III lui-même en avait un certain nombre. Ce qui n'empêche pas que Paul III a été un des très grands papes de la Renaissance, et c'est lui qui a convoqué le Concile de Trente, concile éminemment réformateur. Mais Rabelais, revenons à Rabelais. Rabelais, qu'apporte-t-il à l'école de Montpellier quand il arrive? Il apporte sa connaissance et sa passion humaniste pour retrouver les manuscrits de l'Antiquité. C'est-à-dire qu'il va essayer de remonter, par son propre mouvement, par sa passion, vers l'œuvre de ses prédécesseurs pour la restituer à partir du grec et en faire vraiment un enseignement associé au progrès contemporain d'anatomie, etc. Et de cette pratique, il fait donc une union très étroite entre la science et la vie,
entre sa science et sa vie. Et quand sa science, c'est la science de la vie, parce que la médecine, c'est ça, c'est la science de l'homme, en fait, comme dira Barthès, eh bien, on comprend qu'il acquiert une vision profonde de l'humanité, une vision profonde qu'il ne va pas garder pour lui. Et lui, qui est pourtant un des plus grands spécialistes du grec de l'époque, il va déposer cette philosophie à partir de la vie de tout le monde dans les œuvres que vous connaissez, qui sont écrites en français, qui sont les premières grandes œuvres destinées à tout le monde pour aboutir, pour aller, comme il le dit lui-même, aller sucer cette substantifique moelle qui, au fond, est vive et joyeux. Ce message, l'école de Montpellier, notre doyenne l'a dit, il est au cœur de la singularité montpelliéraine. Et, finalement, ce positionnement de ce monument au sein du Jardin des Plantes est logique. Lorsqu'on a fait les fêtes du 8e centenaire, et je me tourne vers Gérald Schunk, on a fait une exposition « L'humain en son jardin ». On a fait rencontrer les pièces anatomiques, c'est-à-dire finalement ce qui était la grande découverte de l'époque de Rabelais, dans le site de ce jardin, pour faire rencontrer donc l'anatomie et le végétal, l'anatomie formolée, si l'on peut dire, et le végétal vivant. Et ce Zelkova qui est là a vu passer Alexandre Millerand en 1921, et puis les feuilles sont en train bientôt d'apparaître, et le cycle de recommencer. Autrement dit, on peut dire que ce monument et cette pensée de Rabelais sont un peu emblématiques de ce qu'est toute l'histoire de notre école, puisque elle aussi, dans son traditionnalisme, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire dans cette pulsion vers ceux qui nous ont précédés, vers la compréhension de ceux qui nous ont précédés, essaie d'insérer tout cela dans un cadre très général offert à tout le monde, et ce jardin est offert à tout le monde, alors qu'au XVIe siècle, ce sont des médecins qui, à partir de la médecine, ont voulu faire un jardin botanique. Il résume finalement ce qui est la grande devise de Rabelais, que Gérald cite tout le temps et à juste titre. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais attention, bien sûr, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, il faut avoir une éthique de ce que l'on fait. Mais le mot conscience, il va beaucoup plus loin. C'est conscience dans tous les sens du terme. C'est-à-dire être conscient de ce que nous savons, être conscient d'où ça vient, où ça doit aller, où ça peut aller, où ça doit aller. Et je crois que cette philosophie de Rabelais a tout à fait sa place dans ce jardin. Elle est vraiment emblématique de ce que l'école de Montpellier a toujours essayé de défendre. Voilà quelques mots que tout ceci m'inspire. Alors merci encore à vous les étudiants, parce que je pense que vous nous avez appris d'ailleurs sur ce monument beaucoup de choses. Vous avez eu vous aussi la passion de revenir vers ce passé et de l'expliciter, on en avait besoin. Le résultat, il est là. Il est l'œuvre collective, bien sûr, de ceux qui ont financé, de ceux qui ont réfléchi, et puis de ceux qui se sont passionnés jusqu'aux couleurs des piquets. Donc merci beaucoup à tous, j'étais un peu long, mais bon, quelquefois la passion, ça a du bon. Merci beaucoup. Alors, vous avez remarqué que je suis un peu l'intrus.